Les rédacteurs de ce questionnaire nous proposent de choisir une seule réponse entre plusieurs propositions qu'ils énumèrent ainsi. La pollution de l'air, les dérèglements climatiques, crues, sécheresses, l'érosion du littoral, la biodiversité, la disparition de certaines espèces ou autres cas à préciser. Le fait qu'ils souhaitent de notre part une seule réponse possible mérite réflexion ou plutôt interrogation. Pourquoi donc faire une seule réponse à une question aussi vaste et dont les éléments générateurs sont manifestement tous reliés entre eux par une seule et même cause première, le mode de vie de la société industrielle? Encore une fois, nous pouvons vérifier avec cette question que le traitement politique des problèmes est pour notre dirigeant identique au traitement des maladies par nos médecins. C'est-à-dire la lutte contre les symptômes et pas la lutte contre les causes. C'est pourtant bien évident que la réponse à la question « Quel est le problème concret le plus important dans le domaine de l'environnement ?» est celle-ci. Le problème le plus important, et même le seul problème, c'est notre mode de vie industriel tout entier basé sur la prédation illimitée des ressources naturelles de la planète. Tous les autres problèmes, listés dans l'énumération proposée par la commission du grand débat, n'étant que des externalités négatives de cette seule et même cause première. Or, ce mode de vie, qui est le produit d'une économie basée sur la prédation illimitée des ressources naturelles, est également le produit de l'idéologie capitaliste croissanciste qui dirige cette économie. Le problème posé de la sorte semble donc insoluble, sauf pour nos dirigeants qui cherchent à nous persuader de ce mythe moderne qui d'une certaine façon tente à remplacer le mythe de la vie éternelle. Ce mythe est celui qui existe une possibilité de faire fonctionner un système industriel exempt de toute pollution. La nouvelle religion que ces nouveaux prêtres veulent nous faire ingurgiter est à peu près celle-ci. Il est vrai que notre système économique moderne détruit l'environnement, mais nous avons la solution pour le réparer. Eh bien, c'est le même discours que nous tiennent nos médecins du système. La vie moderne vous rend malade, stress, pollution de l'air, aliments toxiques, etc. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons les pilules pour vous soigner, donc vous pouvez continuer à vivre comme si de rien n'était. Sous-entendu, vous pouvez continuer à travailler dans le stress, continuer à respirer le cloaque des villes et continuer à ingérer des aliments remplis de pesticides. Mais revenons à la question initiale. Quel est aujourd'hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l'environnement ? Et en faisant semblant de ne pas avoir compris le stratagème, puisque nous avons décidé de jouer le jeu. Et voyons ce que ça peut donner en essayant d'y répondre. Pour une très grande majorité de gens, le problème dominant semble bien être celui du dérèglement climatique. Et c'est sans doute cette réponse-là que nos dirigeants attendent. Le contraire serait d'ailleurs surprenant, puisque l'ensemble des médias, qui appartiennent, ne l'oublions pas, à une dizaine de groupes oligarchiques proches du pouvoir, ces médias nous le serinent à longueur de journée. À propos du terme dérèglement, il convient toutefois de remarquer que sa signification est sensiblement différente de celle de réchauffement. Réchauffement qui est une approche plus factuelle et qui peut être mesurée avec des outils objectifs, alors qu'un dérèglement ne peut l'être que par rapport à des règles ou des lois physiques qui, à ce jour, ne sont pas établies. Par ailleurs, il convient d'observer que la science météorologique ne date que de 100 ans, la science climatologique de 50 ans à peine, ce qui est finalement très très peu sur l'échelle du temps humain, même si nous ne remontons que la révolution néolithique, c'est-à-dire il y a 10 000 ans, ou même à l'apparition d'Homo sapiens 200 000 ans. Dans le meilleur des cas, il s'agirait donc d'une science apparue depuis seulement un jour sur une période d'1 an, rapportée à une échelle d'1 an. Autrement, nous devrions nous reporter aux écrits des moines ou autres transmissions orales. Certains affirment cependant
affirme que l'analyse des carottes glaciaires nous apporte une information certaine et que les conclusions du GIEC, groupe d'experts international sur l'évolution du climat, sont incontestables. Lors de certains débats, on a même vu certains participants menacés de quitter la salle si la certitude du réchauffement climatique était mise en doute, ne serait-ce qu'une seconde. En tant qu'animateur, j'ai alors dû faire une mise au point pour préciser que la liberté d'opinion était un droit sacré, garanti par la Constitution, et que chacun pouvait s'exprimer librement sur le sujet de son choix, sans subir de menaces de la part de ceux qui n'étaient pas d'accord. Ceci ayant été précisé, et les convaincus du réchauffement climatique ayant rengainé leur agressivité, des opinions différentes se sont alors exprimées pour qualifier de fumisterie la thèse du dérèglement climatique, pour la principale raison qu'elle faisait office d'argumentaire commercial pour un business juteux destiné à vendre aux citoyens crédules des produits marketing conçus par les industriels du capitalisme vert. Bon, toutes les opinions sont dans la nature, on voit donc que cette question du réchauffement n'est pas tranchée et que les avis sont assez partagés là-dessus. Mis à part le dérèglement climatique, qui comme nous le voyons ne paraît pas évident pour tout le monde, les autres atteintes à l'environnement, c'est-à-dire la pollution de l'air, l'érosion, la chute de la biodiversité, la stérilisation des sols arables, la déforestation, le bétonnage des terres, tout ça paraît évident quant à la réalité, mais pas quant à la solution. Car c'est tout notre mode de vie qui en est la cause, et derrière notre mode de vie, le mode de conduite de l'économie. Il faudrait donc changer notre système de production industrielle. Mais de quelle façon? Et le remplacer par quoi? La question est à la fois politique et économique. Quant à la réponse, bien peu se risquent à en proposer. Peut-être faudrait-il décroître, peut-être faudrait-il croître moins. Bref, autrement dit, la religion de la croissance est-elle compatible avec la préservation de l'environnement? En fait, l'homme moderne semble victime du concept schizophrénique de double bind, forgé par Gregory Bateson, c'est-à-dire qu'il est soumis en permanence à deux injonctions contraires, sa soumission au progrès d'une part et la conscience du mal qu'il fait à la planète d'autre part. Donc, finalement, pour avoir une petite chance d'apporter des réponses à ce problème, il faudrait commencer par traiter cette schizophrénie. Ni le réchauffement climatique, ni le changement climatique ne semblent affecter notre vie quotidienne. À peine perçoit-on depuis plusieurs années un avancement progressif de la date des vendanges, mais cela est peut-être dû à l'intensification des modes culturaux et notamment de l'apport d'engrais chimiques. Bref, par ailleurs, le développement de l'instantanéité, de l'universalité de l'information porte à notre connaissance une multitude d'événements climatiques extrêmes, survenus partout dans le monde, de plus traités par la profession en tant que produit d'audience porteur de recettes publicitaires. Et c'est vrai que tout ceci nous incite à croire qu'il y en a plus que par le passé. Mais ça reste à démontrer. Et ça ne peut d'ailleurs pas l'être, faute de statistiques scientifiquement avérées. Une autre façon d'être touché virtuellement par le changement climatique, sans l'être concrètement, serait peut-être de se considérer individuellement comme coupable de ne pas ressentir ce changement alors que des experts scientifiques médiatisés nous certifient qu'il existe bel et bien. On aurait donc là une autre schizophrénie de nature différente de celle du double bind déjà citée, et qui se manifesterait alors par une forme de victimisation du citoyen qui devrait se sentir coupable de ne pas voir ce que certains scientifiques lui disent pourtant de voir. Cette question induit l'idée déplaisante que c'est au citoyen ordinaire, en premier lieu, de contribuer à protéger l'environnement, alors que les pouvoirs publics et les grandes entreprises devraient en être exonérés. La réalité est naturellement tout autre, puisque
90% des atteintes à l'environnement sont perpétrées par les pouvoirs publics et les grandes entreprises, et pas par les citoyens de base. Au niveau de ce pauvre citoyen de base, il n'est guère que la chasse au papier gras et le respect du tri sélectif qui relève de son minuscule pouvoir. Pensez-vous que vos actions en faveur de l'environnement peuvent vous permettre de faire des économies? La réponse est naturellement oui. Car si nous coupons notre chauffage, que nous ne nous éclairons plus, et que nous n'utilisons plus notre voiture, nous allons forcément faire des économies. Mais la question est de nature aussi pernicieuse que la précédente, dans la mesure où ces gestes vont probablement nous empêcher de travailler, donc de gagner notre revenu d'existence. Sur un plan plus général, nous pouvons raisonnablement nous demander si cette question qu'on nous pose induit que nous devrions engager des actions en faveur de l'environnement. Elle n'a pas pour objectif de nous inciter à consommer des produits dits d'énergie verte élaborés par des entreprises dont le but unique est de faire du profit. Notre doute est grand sur ce sujet. Dans la mesure où nous savons très bien, dans nos sociétés de consommation, que toute offre de service, quelle qu'elle soit, émane toujours d'un business lucratif et jamais d'un business désintéressé. Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements, comme par exemple mieux entretenir et régler votre chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances? Cette question fait partie des questions qui ont été unanimement rejetées par les participants du débat comme étant porteuses de stigmatisation du consommateur de base, dont le comportement serait source de tous les maux, alors que nous savons très bien que le comportement du consommateur de base est conditionné par le système. Il est bien évident que ce n'est que le changement de système qui peut changer le comportement du consommateur et pas le changement de comportement du consommateur qui peut changer le système. Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour inciter à changer le comportement? Même remarque que pour les questions précédentes, avec en plus un élargissement de la stigmatisation à l'ensemble de nos comportements, tous nos comportements, de nous autres citoyens de base. Alors, par contre, bizarrement, rien n'est suggéré, par contre, au niveau des comportements de la classe dirigeante, de l'oligarchie économique et des maîtres de la finance. Pourquoi ? Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu'il existe des solutions alternatives plus écologiques? Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage? Tout dépend de ce qu'on entend par écologique. Si écologique veut dire moins de CO2, alors il faut proscrire tout le chauffage à base d'hydrocarbures, fioul, gaz, charbon. Si écologique veut dire éviter la pollution des déchets et les risques humanitaires du nucléaire, il faut proscrire le chauffage à l'électricité, qui en France est à 75% d'origine nucléaire. Alors voyons le chauffage au bois. Lui, il ne produit pas très peu de CO2, mais beaucoup de particules fines. Source importante de pollution, comme en témoigne l'emblématique vallée de l'Arve, championne de France de la pollution aux particules fines. On nous parle de la géothermie, souvent présentée comme le plus propre des chauffages. Elle fonctionne grâce à la pompe à chaleur, elle-même alimentée par l'électricité nucléaire. Dans ces conditions, le débat portera alors plutôt sur le fait de savoir ce qui est plus écologique entre le plutonium ou le CO2. Si nous en croyons à la propagande gouvernementale et les catalogues des entreprises commerciales de chauffage, c'est le CO2 qui est plus polluant que le plutonium. Bien. Ça reste toutefois à prouver, dans la mesure où le CO2 est un gaz qui est à la source même de la vie sur Terre, alors que le plutonium, c'est une source certaine de mort affreuse. Par ailleurs,
La réalité des dégâts écologiques provoqués par le CO2 reste également à prouver. Le GIEC se contentant de parler en termes de probabilité d'événements futurs devant éventuellement survenir, alors que les événements dramatiques de Tchernobyl et de Fukushima sont des preuves avérées et non contestables de la toxicité de l'industrie nucléaire. Enfin, si nous nous référons au principe de précaution inscrit dans la Charte de l'environnement de 2004, qui fait partie intégrante de notre Constitution, et qui dit textuellement dans son article 5 que lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques doivent adopter des mesures afin de parer à la réalisation du dommage. Donc, nous devons donc éliminer tout chauffage à base d'hydrocarbures ou d'uranium, eu égard aux risques écologiques qu'il comporte. Il apparaît en conclusion qu'un chauffage écologiquement acceptable ne puisse provenir que de sources d'énergie autres, dites renouvelables, telles hydraulique, éolienne ou solaire. Alors, voyons l'énergie hydraulique, qui semble a priori parfaitement écologique, dans la mesure où elle ne produit ni CO2 ni déchets toxiques rémanents. L'électricité provenant de ce type d'énergie est donc recevable d'un point de vue écologique, à condition toutefois que nous renoncions à construire des barrages de retenue, c'est-à-dire nécessitant l'inondation de vallées entières, le déplacement autoritaire de populations entières, ce qui bien entendu n'est pas écologique. Nous devons donc nous contenter des barrages dits au fil de l'eau, mais en sachant toutefois que leur envasement progressif et inéluctable limite leur durée de vie. Par ailleurs, nous savons que l'électricité française, d'origine hydraulique, représente à peu près 10% de la pollution globale d'électricité, dont environ 8% proviennent de barrages au fil de l'eau. Reste donc 92% à trouver. Alors voyons l'énergie éolienne, qui est également écologiquement recevable du point de vue des deux critères retenus, pas de CO2, pas de déchets toxiques, et qui pourrait peut-être contribuer à pourvoir ces 92%. Malheureusement, l'énergie éolienne nécessite des équipements faisant appel à des matériaux composites et à des terres rares dont la pérennité n'est pas assurée et dont l'extraction et le raffinage entraînent de nombreux éléments toxiques, nombreux rejets d'éléments toxiques, métaux lourds, acides sulfuriques, etc. Voyons maintenant l'énergie solaire, qui peut également contribuer à combler les 92% manquants. Il convient préalable de distinguer le solaire thermique du solaire photovoltaïque. Le solaire thermique, c'est la transformation directe du rayonnement solaire en chaleur par l'utilisation de capteurs vitrés. Le solaire photovoltaïque utilise l'effet photoélectrique pour convertir en électricité les ondes électromagnétiques émises par le soleil en utilisant des panneaux dont la fabrication nécessite des métaux limités en quantité, comme le silicium et le cadmium, et ces panneaux doivent être démantelés et décontaminés à l'issue d'une période de 20 ans, selon un protocole particulièrement polluant. De fait, si seul le solaire thermique semble recevable d'un point de vue écologique, le solaire photovoltaïque ne l'est pas. Et tout ça, ça représente à peine 1,5% de l'électricité française. Ceci nous laisse bien loin du compte pour atteindre une production globale d'électricité écologiquement recevable. En conclusion, il ne semble pas qu'il existe de solution alternative vraiment écologique en termes de chauffage, plus écologique en tout cas que celle proposée actuellement, à moins de se contenter de chauffage à l'électricité produite soit par des barrages hydroélectriques au fil de l'eau, soit par du solaire thermique, ce qui représenterait environ 9% de l'électricité actuellement produite en France. Diriez-vous que vous connaissez les aides et dispositifs qui sont aujourd'hui proposés par l'État, les collectivités, les entreprises et les associations pour l'isolation du chauffage, des logements et pour les déplacements? Le citoyen est actuellement inondé de publicités et de propagande pour toutes sortes de systèmes de chauffage et d'isolation et toutes sortes de dispositifs d'aide, de primes, dans le maquis desquels il est difficile de se frayer un chemin vers la lumière de la vérité, de la sincérité non lucrative. La question première, c'est de savoir comment distinguer une offre basée sur la vertu citoyenne d'une offre fondée sur la recherche unique du profit.
même les conseils émanant des pouvoirs publics peuvent être suspectés d'être guidés par une collusion avec certains industriels privilégiés. Comment être garanti, en tant que citoyen ordinaire, de l'indépendance des conseillers publics vis-à-vis des lobbies commerciaux, dans la mesure où les services publics n'existent plus et que toutes ces activités d'intérêt général, comme l'énergie notamment, sont aux mains d'intérêts financiers, d'intérêts financiers privés. Cette question mériterait d'être posée aux représentants politiques, élus et mandataires divers, en la modifiant sensiblement, afin de savoir s'ils ont eux-mêmes la possibilité aussi de recourir au transport en commun au lieu de la 604 officielle avec chauffeur, au covoiturage au lieu du 4x4 personnel, financé avec leurs indemnités mensuelles, ou de recourir au vélo au lieu du jet privé. Leur réponse serait sans doute qu'ils ont besoin de plus de confort que le citoyen ordinaire pour vaquer à leurs occupations, mais nous pourrions leur répondre que la première mission des serviteurs du peuple qu'ils sont serait de donner l'exemple. Cette question est particulièrement stupide et n'honore pas les technocrates surdiplômés qui l'ont conçue. Car il est bien évident que toute hausse du prix des carburants automobiles entraîne mécaniquement une diminution de l'utilisation du véhicule. C'est réellement considérer que le citoyen ordinaire est un demeuré pour imaginer qu'il ne puisse pas comprendre que si ses déplacements lui coûtent plus cher, il doit limiter ses déplacements. Les gouvernements qui ont conçu cette question en fait, voudraient probablement entendre le citoyen ordinaire répondre qu'il va se rendre sur son lieu de travail depuis sa résidence qui se situe à 80 km, sa résidence de banlieue, par un autre moyen de déplacement que la voiture individuelle. Mais ce gouvernant semble malheureusement ignorer qu'il n'existe pas de moyens alternatifs, et notamment pas de transport en commun, que lui, gouvernant précisément, aurait dû mettre en place. Cette question, malheureusement, se retourne manifestement contre son auteur qui semble également ignorer qu'elle est à la racine, cette question, du mouvement des Gilets jaunes qu'il ne cesse lui-même quotidiennement de déplorer. En la matière, ça s'appelle tout simplement récolter les fruits de ce que l'on a soi-même semé. Et en conclusion, notre réponse à cette question aux gouvernants serait celle-ci. Messieurs les gouvernants, construisez-nous d'abord un réseau de transport collectif périurbain élargi, et ensuite, nous en reparlerons. Cette question fait partie de celles auxquelles nos gouvernants souhaitent que nous n'y apportions qu'une seule réponse possible, et ils nous en soufflent 3. 1. Baisser d'autres impôts, comme par exemple l'impôt sur le revenu. 2. Financer des investissements en faveur du climat. 3. Financer des aides pour accompagner la transition écologique. Nous ne rentrerons naturellement pas dans ce piège grossier du questionnaire fermé et nous préférerons analyser cette problématique dans toute sa profondeur soigneusement occultée aux yeux du grand public. Les recettes générées par les taxes sur les carburants, la TICPE, sont de l'ordre de 25 milliards, soit 3 fois le budget de la justice et près de la moitié du budget du remboursement de la dette, budget annuel. Avant de savoir où doivent aller ces 25 milliards, la première question serait plutôt de savoir comment le citoyen peut suivre et contrôler l'utilisation de cette manne financière. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, indiquant très clairement que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes la nécessité de la contribution publique et d'en suivre son emploi, il apparaît que notre souci principal à nous autres citoyens de base serait de vérifier si l'emploi qui est fait de ces 25 milliards correspond bien à ce qui est prévu par la loi ayant institué initialement cette taxe. D'une façon générale, il conviendrait donc de mettre en place des comités citoyens pour vérifier la destination de toutes les taxes ciblées et de contrôler que la loi indique bien
et de façon précise la destination de la taxe. Or, nous sommes loin du compte actuellement sur ces deux points, pris séparément ou conjointement. 1. Ces taxes sont-elles clairement fléchées? 2. Le fléchage, s'il existe, est-il bien respecté? Il reviendrait également à ces comités citoyens de préconiser telle ou telle destination pour telle ou telle taxe afin d'éclairer le législateur dans son choix. Pour cette question, toujours le même stratagème d'une seule réponse possible. Par le budget général de l'État, par la fiscalité écologique, par les deux, on nous propose également « je ne sais pas ». Nous opposerons toujours le même type de réponse, traitons la cause et pas le symptôme. Le financement de la transition écologique, par les taxes ciblées, stigmatise les utilisateurs individuels en les rendant comme si on les rendait responsables de la dégradation écologique. Or, il s'avère que l'État se refuse à prendre les mesures législatives qui stopperaient cette dégradation. C'est donc un problème de gouvernance pure et pas un problème de comportement citoyen. Les récentes actions en justice intentées contre l'État témoignent de cette situation et de la responsabilité première de l'État. Il est donc évident que la transition écologique doit être légiférée et financée par l'État lui-même et sur son budget général. Toujours une seule réponse possible d'après les rédacteurs du grand débat. 1. Cofinancer un plan d'investissement pour changer les modes de production. 2. Modifier les accords commerciaux. 3. Taxer les produits importés qui dégradent l'environnement. Pour protéger la biodiversité et le climat, mais aussi la santé alimentaire des citoyens, il faut abandonner le système de l'agriculture industrielle et chimique mis en place après 1945 et revenir à une agriculture écologique non dépendante du pétrole. Cette option entraînerait obligatoirement une diminution de la production et un renchérissement des produits. Et dans ces conditions, il est bien évident que nos produits agricoles écologiques ne seraient plus compétitifs d'un point de vue strictement commercial avec ceux issus des agricultures industrielles chimiques de nos voisins étrangers. Il faudrait donc modifier, oui, bien sûr, les accords commerciaux et établir des droits de douane pour nous en protéger. C'est simple et c'est la logique même. Tout le reste n'est que verbiage au mieux ou manipulation idéologique à visée mercantile au pire. Cette question est puérile. Pour tenter quand même d'y répondre, nous dirons que notre petite France de 65 millions d'habitants pourrait toujours essayer de porter la bonne parole auprès des BRICS de 3 milliards d'individus qui détiennent l'essentiel des ressources naturelles finies de la planète, afin de leur expliquer ce qu'il est bien de faire ou de ne pas faire pour la dite planète. Dans la mesure où nous savons que le ridicule ne tue pas, nous pouvons toujours essayer. Mais bien sûr, il y a un point très important que ce questionnaire omet, sans doute volontairement. Un élément fondamental de la question écologique, cet élément, c'est la démographie. La croissance économique est comparable à une combustion régie par le principe du triangle du feu, composé de 3 côtés: carburant, comburant, activateur. Dans le cas de l'économie considérée comme une combustion, le carburant, c'est les ressources naturelles finies, le comburant, c'est les consommateurs, et l'activateur, c'est le capitalisme. L'augmentation de cette combustion, c'est-à-dire la fameuse croissance économique, passe nécessairement par la croissance continue de l'un ou de plusieurs de ses composants, et notamment du composant les consommateurs, c'est-à-dire la population. Il apparaît donc que la croissance économique est conditionnée par la croissance démographique et que sans la croissance démographique, il n'y a pas de croissance économique. Or,
L'accroissement continu de la population exerce une pression anthropique sur la nature qui se traduit par une augmentation de l'empreinte écologique et une diminution de la biocapacité des territoires. Les manifestations de tout cela sont visibles, telles que la diminution constante de la surface des terres arables. Un rapport de l'INRA, livré au gouvernement en décembre 2017, constate que 236 hectares d'espaces naturels sont chaque jour artificialisés, soit 6000 km² depuis 2006, l'équivalent d'un département comme le Gard. Ces rapports disent aussi que 9,4% du territoire français a été perdu en 50 ans, que 7 millions d'hectares de terre sur 55 millions en tout ont été ensevelis pour l'habitat, l'économie, les entreprises, entrepôts, commerces et les infrastructures de transport. Il dit aussi que depuis 2019, l'artificialisation s'est faite à 90% aux dépens des sols fertiles, les terres arables qui sont 25 millions d'hectares sur les 55 millions totaux. Et qu'au niveau européen, c'est 1000 km² qui passent chaque année de la campagne à la ville, la superficie des sols imperméabilisés en Europe dépasse 1 million de km², soit 200 m² par habitant. De tels chiffres se passent de commentaires et montrent sans équivoque que la question démographique est un débat qui est nécessaire et en tout cas qui ne devrait pas être absent des réflexions sur la transition écologique.